Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse. En tant que spécialiste des pays de l'Est, vous avez travaillé pour les Nations Unies et pour l'OTAN. Vous avez été engagé dans les négociations avec les plus hauts responsables militaires et du renseignement russe juste après la chute de l'URSS. Au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes en Ukraine et notamment après Maïdan. Et vous êtes l'auteur de Poutine, maître du jeu aux éditions Max Milo. Pourquoi ce livre ? Eh bien, dès la fin de la 2021, lorsque la crise entre la Russie et l'Ukraine a commencé à se dessiner, j'ai perçu dans le discours occidental une perception qui était plus de nature à envenimer le conflit qu'à le résoudre. Et que par ailleurs, les experts qui se relayaient sur les plateaux de télévision n'étaient pas vraiment des experts en soi. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont entendu parler certainement de la Russie, qui ont certainement lu beaucoup sur la Russie, sur l'Ukraine, sur Maïdan, etc. Mais le narratif qu'ils nous proposaient avait énormément de trous et n'avait pas tous les éléments qui permettent de juger le développement ou l'évolution du conflit, et surtout ne permettait pas, et c'est ce qu'on observe maintenant d'ailleurs, en avril 2022, cette perception ne permet pratiquement pas d'avoir une solution politique. Or, la perception, chacun peut avoir la sienne, et elle n'est pas obligatoirement favorable à l'un ou à l'autre, à l'une ou à l'autre des parties. En revanche, elle doit s'appuyer sur des faits et des choses qui sont réelles, qui sont factuelles, qui sont observées. Or, dans le narratif occidental, on s'est concentré sur une sorte de représentation noir-blanc du conflit, alors qu'on sait que n'importe quel conflit se trouve dans les nuances de gris. Et en ayant une vision noir et blanc du conflit, on est arrivé à une sorte d'hystérisation des réactions face à la Russie. Ce qui d'ailleurs me conduit à poser la question à la fin du livre, de savoir en quoi ce conflit est plus blâmable, plus sanctionnable, entre guillemets, qu'un autre conflit. Comment se fait-il que ce conflit ait déclenché autant de réactions, de sanctions contre l'auteur de l'offensive qu'on a vue en février 2022, alors que d'autres pays occidentaux ont fait des offensives considérablement plus meurtrières, avec des stratégies considérablement plus meurtrières, accompagnées de crimes contre l'humanité qui sont avérés, et pourtant qu'on n'a jamais ni sanctionné, ni condamné. Donc il y a quelque chose qui a rendu une perception, qui a rendu notre manière de voir ce conflit d'une telle manière qu'il devient pratiquement impossible aujourd'hui d'avoir une solution politique au conflit. Cette solution politique, elle était déjà l'année passée. Quand je dis l'année passée, c'est-à-dire en 2021, je devrais dire en 2015, cette solution était déjà sur la table, puisque c'était les accords de Minsk. Des accords qui ont été signés par la partie ukrainienne, qui ont été signés par la partie des républiques du Donbass, puisque je rappelle que c'est un accord entre les républiques autoproclamées du Donbass et le gouvernement ukrainien, avec des garants de part et d'autre, la Russie pour les républiques du Donbass et la France et l'Allemagne pour la partie ukrainienne. Et donc, en plus de ça, les accords de Minsk ont été l'objet d'une résolution des Nations Unies, par conséquent acceptés, entérinés par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont fait partie la France d'ailleurs. Donc, tout était en place pour qu'une solution politique puisse être adoptée. Or, elle n'a pas été adoptée. Même les Américains l'ont dit d'ailleurs, je n'invente strictement rien. Je signale d'ailleurs que dans mon ouvrage, il n'y a pas une seule source qui vienne de Russie. On est uniquement sur des documents qui viennent principalement des États-Unis d'ailleurs, c'est principalement des documents américains, mais des documents occidentaux, devrait-on dire, et des documents qui viennent soit de journalistes
des médias traditionnels, soit de rapports ou de documents officiels occidentaux. Je n'essaye pas ici, il n'y a absolument aucune intention, ni dans les faits, ni dans l'intention, d'essayer de prendre position pour l'une ou l'autre des parties. Mais c'est de remettre, en fait, j'allais dire, l'église au milieu du village, quelque part, de façon à ce qu'on ait un regard factuel et objectif sur la genèse de ce conflit. Car en fait, si la partie occidentale avait mis en œuvre les accords de Minsk, eh bien on ne serait jamais arrivé au 21 et au 24 février 2022. Donc c'est la faute à l'Occident. Le développement du conflit est très certainement dû à l'Occident. Et là, je n'invente rien du tout, car même les Ukrainiens l'ont dit. Et même Volodymyr Zelensky lui-même l'a dit. Et il a même été plus loin que moi, parce qu'il a dit que les Occidentaux l'avaient trompé. Et je pense également qu'on a instrumentalisé l'Ukraine et la population ukrainienne au profit d'objectifs qui ont été formulés par les Américains. Je dis bien formulés, ce ne sont pas des objectifs que j'invente, ils ont été écrits, on en a des documents écrits, une marche à suivre carrément qui a été énoncée par les Américains, et ce qu'on observe aujourd'hui est la concrétisation de ces documents. Dans ces documents, ou dans cette stratégie, si vous voulez, l'idée était d'isoler la Russie sur la scène internationale. Et en fait, on a utilisé à cette fin l'Ukraine et on l'a poussée jusqu'au conflit. Et là encore, ça n'est pas moi qui le dis, c'est Oleksiy Arestovitch, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui, dans une interview de 2019, explique pratiquement mot pour mot ce que l'on observe 3 ans plus tard, en 2022, en Ukraine. Et où il explique qu'on a fait miroiter à l'Ukraine une entrée dans l'OTAN à condition qu'elle fasse en sorte que la Russie l'attaque. Donc ici, il n'y a absolument aucun narratif russe là-dedans. On est dans le narratif ukrainien, dans le narratif occidental, qui l'ont expliqué eux-mêmes, qui l'ont écrit. Et aujourd'hui, on en a simplement ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est que quand on juge le conflit, on a tout simplement effacé toutes ces projets ou ces plans ou ces stratégies qui sont sous-jacentes, de façon à ne laisser apparaître que l'offensive russe. Et ça nous place dans un point de vue où on se dit il y a un agresseur incontestable et il n'y a aucune responsabilité de l'autre, donc pourquoi négocier avec celui qui attaque? Or, en fait, on est dans une situation qui a évolué de manière à la fois dirigée de manière perverse, peut-on dire, au détriment de la population ukrainienne, car la victime de cette histoire, c'est l'Ukraine en tant qu'État et c'est l'Ukraine en tant que population. Et les Occidentaux, c'est-à-dire les Américains en premier lieu et l'Union européenne en deuxième lieu, ont délibérément, je dis bien délibérément, sacrifié la population ukrainienne au profit d'intérêts qui sont supérieurs. Et de nouveau, ces intérêts, ils sont écrits en toutes lettres, je n'en invente pas une seule ligne. Et c'est là où je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, en mi-avril 2022, il ne s'agit pas de pointer du doigt les uns les autres et de commencer à essayer de distribuer les bons et les mauvais points. Il s'agit aussi aujourd'hui de réaliser qu'on a mal manœuvré, peut-être de part et d'autre d'ailleurs, mais que la situation actuelle est le résultat de manœuvres qui ont été viciées et que maintenant la seule solution pour arriver à ça, c'est de faire en sorte que le plus rapidement possible, on arrive à une solution politique du conflit et non pas à une solution militaire
comme d'ailleurs, tout récemment, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, a dit qu'il n'y aurait qu'une solution militaire. Je suis même choqué par cette déclaration, parce que je pense que si l'Union européenne avait fait son travail correctement auparavant, on ne serait absolument pas arrivé à une solution militaire, et que malgré toutes les revendications de gauche et de droite, et surtout venant de la Russie d'ailleurs, les revendications concernant l'OTAN, etc., toutes ces solutions auraient pu être négociées de manière politique en quelque sorte, et non pas sous la pression militaire. D'ailleurs, mon livre, je peux vous dire que j'ai reçu l'avis de beaucoup d'insiders des services de renseignement, de grands services de renseignement européens, qui accréditent ce que je dis dans mon livre et qui constatent que la Russie, ou Vladimir Poutine, si vous préférez, n'avait très vraisemblablement pas eu l'intention d'attaquer l'Ukraine avant février, début février, fin janvier. Là, il n'y a pas de date précise, mais grosso modo, fin janvier, début février, il n'avait pas l'intention d'attaquer l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'on a créé des conditions pour que sa décision soit prise. Et là, les éléments sont décrits dans le livre. On a des éléments qui ont été observés d'ailleurs par les observateurs de l'OSCE. De nouveau, je n'invente rien. Tout cela est dans les rapports de l'OSCE, où on voit dès la mi-février une intensification des violations et des tirs sur la population du Donbass qui force la population à être évacuée en direction de la Russie et qui, par un phénomène d'entraînement, va déclencher l'intervention russe le 24 février. Le 12 avril, le président russe a déclaré que Moscou n'avait pas eu d'autre choix que de lancer cette opération militaire, que l'affrontement avec l'Ukraine était inévitable. Vous êtes d'accord avec cette version ? Je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autre choix. Je pense qu'il y a toujours un autre choix. Mais ce qui est certain, c'est que le conseiller de Volodymyr Zelensky, en 2019, avait énoncé les conditions qui permettaient de rendre presque inévitable l'intervention russe en Ukraine. Et dans sa vidéo, qui est visible d'ailleurs sur YouTube, il dit que la période sera à 2021-2022. Donc, il y a probablement qu'on a toujours le choix de faire quelque chose, mais probablement aussi qu'on pousse des situations, on crée des situations où le champ de vos possibilités se réduit et où finalement vous faites un choix, vous devez faire un choix, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Vladimir Poutine, et il l'a expliqué d'ailleurs, il l'a expliqué lui-même, il a dit il y a un moment où ne rien faire ou faire quelque chose me coûte le même prix pratiquement, donc autant faire quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé, car il ne pouvait pas ne rien faire face à l'offensive qui était en train de se dérouler contre la population du Donbass. Il devait faire quelque chose. Mais qu'il fasse très peu ou beaucoup, il allait avoir exactement les mêmes conséquences. Et donc, en fait, par la stratégie prévisible des Occidentaux et en rapport à la situation, Poutine savait pertinemment que quoi qu'il fasse, les Occidentaux allaient l'assaillir de sanctions. Et que par conséquent, ça ne servait à rien de faire un tout petit peu, autant faire un maximum. Donc on l'a poussé dans la solution maximale. Et d'ailleurs, on l'a vu que dès le 21 février, où il a... Donc l'idée de Poutine, à partir de la mi-février, ce qu'il avait hésité jusqu'alors à faire, c'est de finalement, le 21 février, reconnaître l'indépendance des deux républiques du Donbass, de sorte à pouvoir signer avec ces deux républiques un traité d'amitié et d'assistance, et ainsi permettre aux deux républiques, le 22 février, de faire une demande d'assistance militaire à laquelle la Russie a répondu favorablement, ce qui lui a permis d'intervenir en Ukraine
en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'était habile, mais évidemment, politiquement, du côté occidental, c'était une situation que, quelles que soient les astuces juridiques qui avaient été prises du côté russe, de toute façon, les Occidentaux allaient répondre de manière maximale. Donc, les Russes étaient un peu presque condamnés à répondre de manière maximale. Si les Occidentaux et si les Russes avaient eu le sentiment que les Occidentaux auraient fait une graduation dans leurs sanctions, peut-être qu'ils se seraient dit, bon, je fais une intervention à minima pour aider les républiques du Donbass, parce que je ne peux pas faire autrement. Je dois, en fonction de mon opinion publique, parce que l'opinion publique, il faut savoir qu'au sein du Conseil de sécurité russe, Vladimir Poutine passe plutôt pour une colombe. Ça, il faut savoir, on ne s'en rend pas toujours compte, parce qu'on diabolise beaucoup, mais en réalité, il y a des gens qui sont beaucoup plus nationalistes que lui à l'intérieur du Conseil de sécurité. Et dans la population russe, la population, elle, soutient massivement Vladimir Poutine dans la mesure où il vient en assistance à des populations russophones. Et la population russe n'aurait pas compris qu'on laisse une population russophone se faire attaquer sans réagir. Donc il y avait une réaction aurait dû se faire. Si les Russes, ou si Vladimir Poutine avait eu le sentiment que les Occidentaux auraient riposté de manière graduée, alors lui aurait sans doute réagi aussi de manière graduée, en faisant peut-être que de l'assistance, en fournissant des armes, ou peut-être en essayant d'apporter peut-être un apport militaire minimal. Mais sachant que, quoi qu'il fasse, il recevrait la même quantité de sanctions, eh bien, il avait intérêt à faire une solution qui règle une fois pour toutes le problème, si j'ose dire. Est-ce que Vladimir Poutine est le maître du jeu? Oui et non. Il l'est dans une certaine mesure parce qu'il atteindra les objectifs qu'il s'est fixés en Ukraine. Et il les a pratiquement déjà atteints en réalité. Et il les a atteints parce que les Occidentaux n'ont pas su comprendre ce que cherchait la Russie. Les Occidentaux sont restés sur un narratif qu'ils ont créé eux-mêmes, et par conséquent, ils n'ont pas compris ou voulu comprendre quelle était la démarche russe. Je dirais qu'ils n'ont pas voulu comprendre parce que ça les arrangeait de ne pas le comprendre. Ils n'ont pas manœuvré, en fait, pour l'Ukraine, ils ont manœuvré contre Poutine. Si les Occidentaux avaient eu la moindre compassion ou la même compréhension, non pas seulement de ce que voulait la Russie, mais de l'enjeu qui était posé pour la population ukrainienne et pour l'Ukraine, ils auraient réagi différemment. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que et d'ailleurs, la stratégie américaine est assez claire. De nouveau, elle a été énoncée, écrite, on la trouve dans des documents, donc je ne vais pas détailler ça ici. Ces documents sont d'ailleurs tout à fait accessibles sur Internet. C'est des documents qui ont été écrits par la Rand Corporation, qui décrit exactement la stratégie que voulaient faire les Américains à propos de l'Ukraine et contre la Russie. Et ce qu'on voit aujourd'hui est un déroulement et la concrétisation de cette stratégie. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et donc on s'aperçoit bien dans ces documents que les conséquences qui allaient être supportées par l'Ukraine n'entraient absolument pas dans le calcul des Occidentaux. Absolument pas. À aucun moment, on s'est penché sur quelles allaient être les conséquences sur la population ukrainienne. On a voulu isoler la Russie sur le plan international et on a en fait instrumentalisé l'Ukraine à cet effet. Alors, Poutine en a profité pour réaliser ses objectifs, mais qui sont opérationnels, c'est-à-dire enlever la menace sur le Donbass. C'est ça son objectif clair. L'objectif sous-jacent qui est derrière, c'est d'utiliser cette victoire pour négocier une neutralité de l'Ukraine. Est-ce qu'il va atteindre cet objectif? Là, on ne sait pas. C'est pour ça que je ne veux pas
dire s'il est totalement maître du jeu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le fait qu'on n'ait pas, disons, surtout, je parle surtout des Européens, parce que les Américains avaient une idée claire. Comme j'ai dit, ils voulaient isoler la Russie. Donc, à partir de là, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Les Européens, c'est un peu différent, parce que je ne suis pas sûr que les Européens partagent le même objectif que les Américains. Ils ont suivi aveuglément les Américains, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris quels étaient les enjeux derrière. Et pour suivre les Américains, les Européens ont carrément piétiné leurs valeurs. De ce point de vue-là, je dirais que les Européens ont perdu et donc ont fait donner un avantage à Poutine parce que s'ils avaient compris Poutine, ils auraient pu contourner la volonté des Américains, arriver à un résultat politique sans doute plus efficace avec la Russie, sans passer par le sacrifice de la population ukrainienne. Et là, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et on voit d'ailleurs très clairement, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque Zelensky veut négocier, l'Union européenne vient derrière avec des armes. Donc on voit que l'objectif des Européens n'est pas d'avoir une solution politique. Et d'ailleurs, Joseph Borrell l'a dit. Donc on est dans une exploitation, en fait, du peuple ukrainien. Si j'étais ukrainien, je serais presque autant fâché contre la Russie que contre l'Union européenne ou les Européens. Donc cette aide occidentale à l'Ukraine, quel est l'objectif de ces envois d'armes, finalement? De continuer le conflit? Alors, le problème, c'est un petit peu la même situation qu'en 2003, lorsque les Américains ont attaqué l'Irak. Et je vais peut-être répondre à votre question en passant par 2003. On a reproché aux Américains, et notamment aux services secrets américains, d'avoir favorisé une fausse information sur l'Irak pour attaquer l'Irak. En réalité, si on réfléchit bien, les Américains voulaient attaquer l'Irak. Ils ont adapté l'information qu'ils avaient en vue de cet objectif. Ils ont fait la propagande nécessaire en vue de cet objectif et ils ont attaqué l'Irak. Le problème, ce n'est pas les Américains, si vous voulez bien. C'est les Occidentaux qui n'ont pas été en mesure de dire aux Américains « Halte, vous nous trompez ». Et quand vous regardez les discussions au Conseil de sécurité avant l'intervention en Irak, vous apercevez qu'à aucun moment les Occidentaux opposent aux Américains du renseignement, des faits. Le discours de Villepin devant le Conseil de sécurité, qui est une pièce d'anthologie, est magnifique au niveau des principes, mais il énonce que des principes. Il n'y a pas un seul fait qui est opposé aux falsifications présentées par les Américains. Et donc, si vous voulez, les Américains n'ont fait que mettre en marche une mécanique en vue de leur objectif. Je ne disculpe pas les Américains, mais je dis qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour parvenir à leur objectif. Par contre, les Européens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour parvenir à leur objectif, qui était d'empêcher la guerre. Et on a la même situation aujourd'hui. Les Américains font ce qu'ils pensent devoir faire pour arriver à leurs objectifs, juste ou faux, on peut discuter ça, mais ils font ce qu'il faut pour atteindre leur objectif, qui est d'isoler la Russie. Est-ce que c'est vraiment l'objectif des Européens ? Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Allemagne, vous pouvez dire, mais en fait, les Allemands n'ont aucun intérêt à ça. Rigoureusement aucun. Et pourtant, ils le font quand même. Donc c'est là où vous voyez que dans l'Union européenne, d'abord, il n'y a eu aucune solidarité vis-à-vis de l'Allemagne. C'est intéressant de voir ça. On est totalement en solidarité avec les Américains dans cette affaire. Et je ne parle même pas de la phase du conflit ouvert, où on pourrait dire, oui, solidarité avec les Ukrainiens, etc. Mais dans la phase préalable du conflit, on a appliqué, l'Union européenne n'a fait que renforcer le message ou la stratégie américaine
contre ses propres membres, en réalité. Et c'est là où on voit que les Européens, en fait, ont travaillé contre leurs propres objectifs dans cette affaire, au profit des intérêts américains. Et ça, au prix de la sécurité, de l'intégrité territoriale, physique aussi, des Ukrainiens. Et donc, c'est là où je vois l'effet extrêmement pervers de toute cette crise. Quand vous avez quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose, ok, il a décidé, il applique les méthodes, on peut discuter, on peut condamner la stratégie américaine, tout ça. Ok, d'accord, parfait. On peut faire la même chose du côté russe. Mais du côté européen, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'Union européenne n'est pas parvenue à s'établir en arbitre, en quelque sorte, entre ces stratégies opposées, antagonistes. Et dans le conflit même, d'ailleurs, l'Union européenne ne s'est pas posée en arbitre, mais s'est posée comme un joueur sur le terrain. Et là, je vois pour comment dire, j'allais dire l'ordre international, d'une certaine manière, je vois un danger très grand, c'est que l'Union européenne n'est pas cette entité qui se met au-dessus de la mêlée, mais carrément dans la mêlée, devient un acteur au même titre que les autres. Simplement, elle n'a pas les moyens d'envoyer des soldats, alors elle fait que d'envoyer des armes. Mais en fait, elle attise le feu autant que de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est parce que je pense qu'en fait, on n'a absolument pas été dans le sens de nos valeurs. Au contraire, on les a totalement sacrifiés au profit d'une stratégie qui finalement ne satisfait vraiment que les Américains. Et encore, on pourrait encore se poser la question si cette stratégie est pertinente, puisque les Américains ont tout à perdre dans cette affaire. Et aujourd'hui, on voit, après que les sanctions ont été prises, etc., on peut se demander si vraiment les Américains ont gagné quelque chose dans cette affaire. Mais bon, ils ont peut-être fait un gain intellectuel, ou, bon, ok, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que les Européens vont payer le prix fort de cette crise. On le voit déjà avec l'inflation, l'augmentation des prix, etc., qui résulte en fait des sanctions occidentales, mais pas directement de la guerre. Parce qu'on n'a pas défendu la démocratie en Ukraine. L'Ukraine n'a jamais été une démocratie. Zelensky lui-même, d'ailleurs, il n'est pas libre de ses décisions, il l'a dit lui-même, d'ailleurs, et on l'a vu dans la presse ukrainienne, parce que je rappelle que dans mon livre, il n'y a que des sources occidentales ou ukrainiennes, il n'y a rien d'autre. Et on voit dans la presse ukrainienne des personnalités de l'extrême droite, puisque vous savez que Zelensky a été élu avec comme projet la paix avec la Russie. Mais on ne lui a pas laissé faire ça. Et d'ailleurs, des militants d'extrême droite ont dit clairement, et on le trouve dans la presse ukrainienne, ils ont dit, si vous faites la paix, c'est une trahison, on vous élimine. Et on voit très bien que Zelensky, aujourd'hui, dans la phase de négociation qui se déroule en Turquie, il fait un pas en avant, un pas en arrière, parce que chaque fois qu'il fait des propositions, il y a quelqu'un qui vient, puis qui lui tape sur l'épaule, puis qui dit « attention ». Ça ne va pas. Et donc, on voit qu'il est pris entre deux feux. Je pense que Zelensky est dans une situation extrêmement difficile, peut-être plus à cause de ce qui se passe à l'ouest qu'à cause de ce qui se passe à l'est. Alors bon, vous allez me dire, évidemment, il y a un conflit, il y a une pression militaire, on ne va pas enlever cette responsabilité-là. Mais sa liberté de manœuvre politique est à peu près nulle à cause de ce qui se passe en Ukraine même, et du côté occidental.
Et donc, on n'a pas vraiment défendu la démocratie. D'ailleurs, on omet de le dire, mais je le mentionne dans mon livre, ces dernières années, toutes les chaînes de télévision qui étaient plus ou moins favorables aux russophones ont été interdites, la presse pro-russophone a été interdite, il y a certains leaders de l'opposition pro-russe ou russophone qui ont été arrêtés. Donc, on n'est de loin pas dans une démocratie. Mais bon, il y a beaucoup de pays qui ne le sont pas et l'Ukraine n'est qu'un seul parmi beaucoup. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en Occident, on a volontairement fermé les yeux sur ces aspects-là. On n'a pas du tout réglé, par exemple, le problème de la corruption, qui avait été un des moteurs des émeutes de Maïdan. En réalité, je le montre dans mon livre, de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organismes de financiers occidentaux qui l'ont déterminé. La corruption a augmenté de 30% entre 2014 et 2020 en Ukraine. Donc on n'a absolument rien fait pour supprimer la corruption. Au contraire, on l'a probablement davantage stimulé et les Américains d'ailleurs aujourd'hui commencent à s'interroger puisqu'ils ont découvert que le fils de Joe Biden était impliqué justement dans des affaires de corruption en Ukraine dans les années qui ont précédé l'élection de Joe Biden. Cette information avait été mise de côté, on avait dit que c'était des informations russes, puis aujourd'hui on s'aperçoit que ça n'était pas des informations russes. Tout le monde, et probablement les Occidentaux, ont été les premiers promoteurs de cette corruption qu'on voulait combattre. Je pense que les Occidentaux n'ont absolument pas aidé l'Ukraine comme ils le disent, et que soit par incompétence, soit par perfidie, ils ne l'ont en tout cas pas fait, ils ont conduit l'Ukraine vers une situation qui ne pouvait qu'envenimer le conflit et donc arriver à un conflit armé. Vous avez beaucoup parlé des Européens, des Américains, des Occidentaux en général, mais vous n'avez pas cité, c'est Emmanuel Macron. Comment analysez-vous le rôle de la diplomatie française, de l'action d'Emmanuel Macron dans ce conflit ? Alors l'importance d'Emmanuel Macron, et c'est intéressant parce que les Américains, en jugeant le conflit, donc je parle des gens qui ont un regard, entre guillemets, de renseignement sur le conflit, attribuent à Emmanuel Macron une très grande responsabilité. C'est pratiquement une des plus grandes responsabilités occidentales dans ce conflit. Pourquoi ? D'abord parce que la France était l'un des deux garants des Ukrainiens lors des accords de Minsk. Par conséquent, c'était à eux d'inciter et de surveiller, si vous voulez, la mise en œuvre des accords de Minsk du côté ukrainien. Et les Ukrainiens ou plutôt les dirigeants ukrainiens, devrait-on dire, ont rechigné à ouvrir un dialogue avec les républiques du Donbass, parce que c'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Les accords de Minsk sont essentiellement l'ouverture d'un dialogue avec les républiques autonomistes de façon à trouver une solution constitutionnelle aux problèmes linguistiques, les problèmes culturels associés aux minorités. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse en disant qu'on a beaucoup parlé du problème linguistique avec les Russes, mais qu'en fait, le problème linguistique touche aussi les minorités magyares et les minorités roumaines. Et que soit la Roumanie, soit la Hongrie ont à plusieurs reprises alerté ces dernières années l'Union européenne, car leurs minorités faisaient l'objet de discrimination et de violences en Ukraine même. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, soit la Hongrie, soit la Roumanie n'ont pas voulu participer au transfert d'armes vers l'Ukraine parce que, justement, ils ont toujours ce contentieux avec leur minorité. Et la solution des accords de Minsk aurait permis de trouver une solution aussi pour ces minorités-là.
Et les dirigeants ukrainiens, pour différentes raisons, refusaient ce dialogue. Et c'est pour ça que les accords de Minsk ont été bloqués. Et c'est aussi pour ça que dans le format Normandie qui a été promu par les Français, beaucoup, on n'a jamais pu aborder cette question parce que dans le format Normandie, vous n'avez pas les dirigeants des républiques du Donbass. Vous n'avez que les dirigeants des pays. Et vous n'avez pas les dirigeants des républiques du Donbass. Donc là, il y a eu, en voulant passer des accords de Minsk au format Normandie, Emmanuel Macron et sa diplomatie, d'ailleurs, si vous voulez, ont essayé de contourner les accords de Minsk. Ça, c'est leur première responsabilité. La deuxième responsabilité de la France, c'est qu'elle fait partie du Conseil de sécurité. Or, les accords de Minsk font l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité qui a été entérinée par les 5 membres permanents, dont la France. Et donc la France avait une double responsabilité de faire appliquer ces accords de Minsk, et elle ne l'a pas faite. Et par la suite, dans les différentes, notamment donc pendant des années entre 2015 et 2021, il n'y a eu absolument aucun progrès dans l'application des accords. Et à partir de 2021, je dirais même à partir du début 2022, alors que les tensions semblaient augmenter, Emmanuel Macron, voyant la perspective de la présidentielle s'approcher, a commencé à s'agiter et à essayer de rattraper le temps perdu. Mais la diplomatie française, je pense, a totalement loupé le coche, parce qu'elle n'a absolument pas... Il n'y a pas eu de préparation à la signature des accords. Donc quand Emmanuel Macron, en visite à Moscou en février, a parlé des accords de Minsk, c'était très sympathique, mais ça n'a pas pu se concrétiser dans les jours qui ont suivi, parce que la diplomatie française n'avait absolument pas préparé le terrain pour ça. Et les réunions qui ont eu lieu notamment à Berlin, dans le cadre du format Normandie, en vue d'une solution, eh bien, n'ont absolument débouché à aucune réponse dans le cadre des accords de Minsk, parce que tout simplement la diplomatie française a été incapable de le faire. Donc je pense que Vladimir Poutine a eu le sentiment que les promesses que lui avait faites Macron étaient en fait des promesses vides. Et par conséquent, il y a eu là il y a eu un effet pervers, c'est qu'on a laissé miroiter la possibilité d'une solution venant des Occidentaux. Or, en fait, Macron était totalement impuissant à réaliser les promesses qu'il avait faites. Et malgré toute l'agitation qu'il a faite à partir de la moitié mi-février, eh bien, il n'a pas pu éviter le désastre.